Bonsoir, je suis Agathe Battistoni, je suis salariée chez Amnesty depuis un peu plus d'1 an maintenant. Il y a 3 ans, j'étais en Master 2 ici à Paris 13. Et du coup, je suis en charge de la campagne qui s'appelle Stop Torture, qu'on a lancée il y a maintenant un peu plus de 6 mois et qui nous occupe beaucoup là, pour les 2 prochaines années à venir. Donc l'idée ce soir, c'est de projeter quelques extraits, pas très longs, du documentaire derrière qui s'appelle Torture Made in USA, qui est un documentaire qui a été réalisé par Marie-Monique Robin, qui est une journaliste d'investigation française, qui a beaucoup travaillé sur la torture. Et là, c'est un des films qu'elle a fait à la fin des années 2008, il est sorti en 2008, et qui dénonce en fait tout ce qui a été mené par l'administration Bush après 11 septembre, et qui a permis en fait de remettre la torture comme un moyen, comme un autre, d'obtenir des informations, et qui a permis de légitimer la torture aux yeux d'un grand nombre de personnes dans l'opinion publique, américaine mais aussi française. Enfin, on en reparlera un peu plus tard. Mais ça a permis de faire évoluer les consciences et pas forcément dans le bon sens, qui nous donne à nous, Amnesty, pas mal de travail. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord de visualiser 2 petits extraits, 2 fois 5 minutes, et puis après, je vous présenterai un petit peu le contexte, ce qu'on fait nous, on passera un petit extrait, et ensuite on aura l'occasion d'échanger, prendre toutes vos questions sur ce que fait Amnesty sur la torture, pourquoi c'est important qu'on y travaille aujourd'hui, et pourquoi on a encore du boulot. Voilà, donc on commence par 2 petits extraits, et ensuite on verra. Voilà, on vient de terminer avec les 3 extraits du film. L'administration Bush, c'est vraiment la lutte contre le terrorisme. Elle permettait de mettre entre parenthèses les normes les plus fondamentales qui avaient été posées depuis les conventions de Genève en 1945, depuis la convention contre la torture, qui a été adoptée il y a 30 ans maintenant. On a ouvert la porte à tout ça. Et maintenant, c'est extrêmement difficile de la refermer. Et aujourd'hui, il n'y a personne vraiment qui est inquiété au niveau des responsables. C'est des crimes de guerre, ça constitue des crimes contre l'humanité et personne n'est poursuivi. Il y a une impunité qui perdure et qui se répand à travers les autres pays. Et c'est ce qui nous inquiète, nous, Amnesty, aujourd'hui. C'est un peu le constat qu'on a dressé ces dernières années, c'est qu'il y a la torture qui est légitimée par les puissances démocratiques. Du coup, l'opinion publique a l'impression aussi que ça peut être utile, qu'il y a des circonstances dans lesquelles c'est quand même nécessaire, parce que c'est ce qui a été dit par leurs dirigeants. Donc si on interroge, et c'est ce qu'on a fait dans Amnesty, la population américaine sur une question qu'on leur a posée, est-ce que vous pensez qu'il y a des circonstances dans lesquelles la torture peut être acceptable, et surtout est-ce qu'elle est nécessaire? Il y a un tiers des Américains qui sont convaincus que c'est quelque chose qui est nécessaire, que c'est un mal pour un bien. C'est quand même hyper inquiétant de se dire ça. On a essayé de comparer, on a été un peu curieux de savoir en France quelle était l'avis de la population française. C'est un petit peu moins important, mais il y a quand même un cinquième, un Français sur 5 qui pense que la torture est nécessaire. Donc on sent que c'est quand même quelque chose qui est présent, qu'on voit aussi, qu'on voit un peu partout, la torture. On a des images en tête, on les a à la télé, il y a plein de séries aujourd'hui qui les passent, 24 heures chrono, Homeland, où c'est une scène qui est de plus en plus banalisée. Il y a une bombe qui va exploser, on a réussi à avoir le détenu, si on ne le torture pas, toute la ville va sauter. C'est un scénario qui est complètement fantasmé, ça n'existe jamais. On peut demander il y a beaucoup de personnes à la CIA qui ont un peu réagi, qui ont aussi démissionné. Il y a pas mal de personnes qui ont quand même été révoltées par ces situations-là et qui ont dit non, c'est pas possible, ce scénario-là, on n'a jamais la personne au bon moment, il n'y a pas 100 000 personnes qui vont mourir. C'est des personnes qui vont tiens, c'est parce qu'on leur arrache les ongles qu'elle va nous dire où est la bombe et qu'on va pouvoir sauver tout le monde. Ça n'existe pas en réalité. Ce qu'ils disent, c'est que la torture, c'est inefficace, c'est contre-productif, c'est une perte de temps et ça déshumanise toute une nation entière. Et c'est bien ce qui a été le cas aux États-Unis. Et voilà, et la torture perdure. C'est notre constat aujourd'hui, c'est ça qui nous inquiète. Chaque année, Amnesty publie des rapports annuels. On recense le nombre de pays qui torturent. Et le chiffre grimpe ces dernières années. On voit que par rapport aux années 2000, avant le 11 septembre, on était à peu près une centaine de pays. Là aujourd'hui, on en recense 141 qui continuent de torturer chaque année. 141, c'est quand même énorme. Dans certains pays, c'est juste des actes isolés. Dans d'autres, c'est une pratique qui est beaucoup plus systématique et généralisée. C'est à ces pays-là qu'on a envie de s'attaquer aujourd'hui. Et c'est l'objet de notre travail. Suite à ce constat-là, on se dit que c'est vraiment pour nous un impératif de repartir en campagne contre la torture. Et notre constat, c'est celui-là. On a une interdiction, il y a des textes, on l'a vu, il y a des conventions de Genève, il y a une convention contre la torture qui est universelle, c'est-à-dire que même les pays qui ne l'ont pas signée sont obligés de l'appliquer. Donc normalement, elle s'applique vraiment universellement à tout le monde. Mais pour autant, ça ne suffit pas, on arrive à les contourner. Donc c'est comment faire pour aller plus loin, comment on peut vraiment protéger efficacement ces personnes-là qui continuent d'être victimes de torture.
c'est en imposant des garanties bien plus contraignantes aux États, c'est en prenant des mesures qui vont permettre vraiment de verrouiller au maximum les situations où la torture peut arriver. C'est la prévenir au mieux. Il y a des mesures qui marchent, on le sait, parce qu'il y a des pays qui les ont prises, et on a vu que la torture a reculé dans ces pays-là. C'est par exemple quand la torture est vraiment criminalisée. C'est-à-dire en ce moment, Amnesty, on travaille sur le Nigeria. Au Nigeria, il faut savoir que la torture, elle est interdite dans ce pays-là, mais elle n'est pas criminalisée. Donc vous pouvez un agent de police peut torturer quelqu'un, il peut avoir été identifié et on le sait, mais pour autant il n'y a pas de crime, enfin c'est pas un crime, donc il n'y a pas de punition possible, il n'y a pas de peine de prison, il va juste, c'est pas criminalisé, il continue d'exercer, il ne sera pas inquiété, même si elle est interdite, ça suffit pas. Donc c'est criminaliser la torture, ça c'est un de nos objectifs. Et c'est aussi d'agir sur toutes les situations en fait où on sait que la torture a le plus de chances d'opérer. C'est quand il y a en fait quelqu'un qui vient d'être arrêté, que sa famille n'a pas pu être prévenue, donc on ne sait pas où il est, donc il ne peut pas prévenir un avocat, donc personne pour le défendre et pour le mettre à l'abri. Il ne peut pas avoir accès à un médecin, parce que normalement il peut y avoir un médecin lors des séances d'interrogatoire, de garde à vue, ça fait partie normalement des droits fondamentaux, et dans un très grand nombre de pays, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc nous, c'est ça nos objectifs, c'est de réussir à avoir ces garanties-là assez précises, c'est-à-dire droit d'accès à son avocat, droit d'accès à un médecin, droit à ce que quand on est détenu, on puisse avoir la vie de sa famille, de ses proches au quotidien. C'est aussi tous les lieux de détention, ils fassent l'objet de visites par des inspecteurs indépendants, pas uniquement par les autorités du pays qui sont parfois un peu de mèche avec les autorités pénitentiaires. C'est voilà, qu'il y a un vrai contrôle. Il y a des organes qui existent, il y a des institutions comme le Comité international de la Croix-Rouge, qui a le droit d'aller visiter normalement tous les centres de détention dans tous les pays du monde, et qui permettent en fait, voilà, par leur visite, d'assurer aux détenus un peu plus de sécurité, parce que les détenus peuvent les rencontrer, peuvent témoigner, donc ça permet de parler. Mais pour autant, il y a des pays où ça marche pas, c'est pas encore le cas. On travaille aussi à Amnesty en ce moment sur l'Ouzbékistan, et au Ouzbékistan, nous, Amnesty, on n'a pas le droit d'y rentrer, le Comité international de la Croix-Rouge non plus, on lui a fermé ses portes. C'est un pays qui est fermé, et du coup, qui est à l'abri des regards de tout le monde, donc on ne sait pas ce qui se passe derrière ses portes. Et nous, les témoignages qu'on a, on les a grâce à des personnes qui ont réussi à s'enfuir, souvent qui ont été des opposants politiques, donc qui ont été arrêtés, torturés par la suite, et qui là, ensuite, quand elles ont réussi à se réfugier, elles peuvent témoigner des violences, des tortures qu'elles ont subies en prison, et on sait que là, il faut agir. Donc notre campagne, c'est ça. C'est agir contre la torture. Là, on sait qu'elle a plus de risques de se produire, et on focalise notre action dans certains pays un peu clés. Donc il y a l'Ouzbékistan, comme je viens de le dire, il y a le Nigeria, où la torture, là, n'est pas criminalisée, et donc il y a une impunité qui perdure, c'est devenu en fait quelque chose de tellement facile qu'au Nigeria, il y a ce qu'on appelle, pas dans chaque, mais dans un certain nombre de commissariats de police, il y a une chambre de la torture. C'est une pièce, elle est appelée comme ça, c'est la chambre de la torture. C'est là où on va avoir les interrogatoires qui vont avoir lieu. Donc on sait que c'est systématique, c'est en plus complètement maintenant intégré. Et c'est tellement intégré que pour la chambre de la torture, il faut quelqu'un, donc on a le chargé de torture. Moi je suis chargée de la campagne sur la torture, au Nigeria, il y a des gens qui sont chargés de torture, c'est leur intitulé. Donc on arrive, c'est dans des extrémités comme ça, et c'est révoltant, et on se dit que c'est pas possible, et qu'il faut vraiment aujourd'hui se mobiliser pour ça, et c'est ce qu'on fait. Donc ça, c'est deux de nos pays sur lesquels on travaille, Ouzbékistan, Nigeria. Il y en a deux autres. Plus près de chez nous, il y a le Maroc. Au Maroc, la situation est aussi assez terrible, aussi bien pour les Marocains que pour les Sahraouis qui habitent au Maroc, enfin aussi au Maroc, c'est Maroc et Sahara occidental sur lesquels on travaille. Les Sahraouis sont aussi opposants politiques qui sont vite arrêtés et torturés. Donc on essaye d'agir pour eux. Et ils ont, le problème qu'on a identifié au Maroc, c'est vraiment lors des interrogatoires, c'est là où vraiment les interrogatoires, les gardes à vue, c'est les moments où la torture opère le plus, a lieu, parce que c'est le début, la personne qui vient d'être arrêtée, c'est pas forcément pourquoi elle a été, on est allé la chercher, c'est chez elle, elle n'est pas préparée, et c'est là où vraiment c'est dangereux. Donc ce qu'on demande au Maroc, c'est que tout de suite la personne qui est arrêtée puisse prévenir un avocat, donc qu'elle soit accompagnée, et si ce n'est pas le cas, c'est que lors des interrogatoires, il y a un enregistrement, aussi bien audio que vidéo, mais ça c'est vraiment une mesure de protection qui, quand elle est en place, on voit que les cas de torture réduisent drastiquement dans les statistiques des pays. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire au Maroc. Ce qu'on essaye de faire dans un autre pays sur lequel on travaille, c'est le Mexique. Au Mexique, le contexte, c'est en fait la lutte contre les gangs armés, contre le narcotrafic, dont on entend pas mal parler. Mais la politique du gouvernement, là-bas, c'est de faire du chiffre à tout va. Et du coup, ça on arrête un peu n'importe qui, juste parce qu'ils étaient là, mauvais endroit, mauvais moment. Et généralement, on essaie de leur coller sur le dos, on leur met après de l'héroïne, de la drogue chez eux, et on prend des photos, et hop, ils sont mis sur la place publique. C'est fait vraiment de façon assez dégoûtante, parce qu'on filme les gens, enfin, on va placer des choses chez les gens, ensuite on les ramène, on filme, on amène les médias,
Ils sont exilés comme ça. Et on se mobilise du coup pour beaucoup de victimes comme ça de torture, beaucoup de femmes qui ont été arrêtées et qui sont accusées de criminalité, de trafic de drogue. Donc il y a un vrai travail à faire. Et ces femmes-là aussi sont aussi beaucoup de victimes, non seulement de torture, mais de violences sexuelles. Donc ce qu'on essaie, c'est de les aider dans leur après, une fois qu'elles ont été torturées. C'est trop tard, mais c'est d'obtenir justice, que les auteurs des tortures ne restent pas opérés dans les forces de sécurité, mais soient jugés, soient poursuivis. Et pour ça, elles ont besoin d'aide, elles ont besoin d'être soutenues par des organisations sur place, par des médecins qui puissent, auprès d'elles, recueillir des preuves, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles aient accès à un examen médical assez rapidement après les faits, pour pouvoir prouver, pour pouvoir aller en justice et poursuivre les auteurs, et qu'elles obtiennent réparation de tous les préjudices qu'elles ont subis. Ça les aide aussi après pour surmonter un peu le traumatisme. On sait que si la personne qui vous a torturé, elle est dans le commissariat à 2 pas de chez vous, c'est plus difficile de s'en remettre. Donc voilà, c'est un petit peu nos objectifs de cette campagne, c'est d'agir là. On sait qu'il y a un peu un impact. Ces pays-là, ces 4 pays, n'ont pas été choisis par hasard. Ils ont été choisis parce qu'on pense qu'ils ont un rôle un petit peu moteur dans la région où ils sont. Le Maroc, on sait que s'il y a des mesures qui sont prises, elles peuvent avoir des répercussions sur ses voisins au Maghreb. Le Nigeria, c'est pareil, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique de l'Ouest, qui agit beaucoup dans les organisations régionales, au sein de l'Union africaine, au sein des sommets africains. Donc on sait que si lui prend des mesures fortes, ça peut être suivi par ses voisins. Donc c'est ce qu'on espère aussi, c'est que là on cite quelques pays, alors qu'il y en a 141 qui pratiquent la torture dans le monde, mais ces pays-là, on se dit qu'ils peuvent après être porteurs et que ça permette d'améliorer la situation dans les pays voisins. Donc voilà notre objectif, c'est un travail qui est de longue haleine, qui n'est pas toujours facile, mais voilà. Là on a lancé cette campagne-là, Stop Torture, en mai dernier, c'est une campagne qui dure 2 ans, et sur laquelle voilà, on appelle nous à se mobiliser, nos adhérents, mais aussi voilà, sensibiliser l'opinion française, parce que notre gouvernement peut influer parfois sur ces gouvernements-là, avec qui ils ont des relations, et donc la torture est un sujet comme un autre qui doit être abordé, et c'est aussi à nous, la France, de porter cette voix-là, aussi bien dans nos relations avec ces pays-là, qu'au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, où il y a des résolutions sur la torture qui sont discutées, et la France peut porter une voix forte. Donc c'est aussi ce qu'on lui demande dans cette campagne-là, on agit aussi là-dessus. Donc voilà un petit peu le tableau, voilà ce qu'on fait et ce qu'on va faire, et on a besoin de toutes les bonnes volontés, et tous ceux et celles qui sont prêts à nous donner un coup de main, parce que voilà, il y a du boulot et c'est pas fini. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, des réactions par rapport au film. Je pense qu'il devait y avoir une possibilité de détournement, donc est-ce que c'est pas clair la Convention de Genève? Nous, la définition qu'on utilise à Amnesty de la torture, c'est celle qui est issue de la Convention contre la torture, qui a été adoptée il y a 30 ans, en 1984, par les Nations Unies, et qui reprenait un peu celle des Conventions de Genève. Il y a quatre critères qui définissent un acte de torture. Il y a ce petit document-là que l'on va distribuer, dans lequel ils sont repris un par un. En fait, il faut que ça soit, comme critère, un acte intentionnel, que ça ne soit pas juste quelque chose qui soit fait sans qu'on se rende compte, il faut qu'il y ait une intention derrière. Et cet acte intentionnel, il cause une douleur. C'est une douleur qui doit être aiguë et qui peut être aussi bien physique que morale. Il y a la torture physique des coups, mais aussi la torture morale qui existe et qui a notamment été beaucoup utilisée par les États-Unis. C'est de mettre dans des positions de stress, c'est de soumettre des gens à des musiques extrêmement fortes pendant des heures et des heures, à des lumières violentes, c'est de les faire croire qu'ils vont être exécutés, dernièrement on leur dit que non. Ça c'est la torture morale et ça existe et c'est tout aussi grave, c'est tout aussi répréhensible. Donc ça c'est le deuxième critère. Un autre critère c'est, on travaille, voilà, la torture c'est celle qui est commise par les gouvernements, par les autorités. Donc il faut, c'est pas quelqu'un qui a... un citoyen lambda qui kidnappe quelqu'un ensuite qui va lui faire qui va le torturer, ça rentre pas dans notre définition. On est vraiment sur des actes qui sont à l'instigation du pouvoir public, des autorités, et qui sont en fait du coup dans une chaîne de commandement. C'est un peu ça qui est important dans ce critère-là. C'est que voilà, c'est une volonté à un moment d'utiliser ces méthodes-là. Et notre dernier critère, c'est en fait il faut que ça soit un acte intentionnel causant une douleur physique, causé par un agent de la force de l'autorité publique et dans un but. C'est un but qui est souvent très différent. Ça peut être soutirer des informations, ça peut être punir quelqu'un, ça peut être le faire taire aussi quand c'est un opposant public. On dit souvent que la torture c'est fait pour faire parler les gens, mais non, c'est aussi des fois juste pour les faire taire, qu'ils arrêtent de communiquer.
Donc il y a tous ces 4 critères qui existent et c'est nous, du coup, ceux auxquels on se rattache quand on parle de torture. Ce qu'on voyait un petit peu là dans le film, où voilà, en fait ils ont essayé de contourner les conventions de Genève, c'était par rapport en fait au statut de prisonnier de guerre. Parce que le prisonnier de guerre ne doit pas être soumis à la torture. Et en fait le prisonnier de guerre il a aussi un certain nombre de critères distinctifs, et notamment c'est celui de faire vraiment partie d'une armée, et du coup d'avoir un signe distinctif, de porter un uniforme. Et en fait ils sont un peu cachés derrière cet argument-là, parce que les talibans n'avaient pas du tout pas un uniforme, c'était pas une armée classique au sein des conventions de Genève. Donc ils ne les ont pas considérés comme prisonniers de guerre, mais ils les ont considérés comme combattants illégaux. Combattants illégaux, ça ne veut rien dire, c'est pas du tout un terme juridique. Et du coup, ça veut dire qu'ils ne rentrent dans aucune case et donc il n'y a aucun droit qui peut les protéger. Ça, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Et donc il y a un vide juridique qui s'est créé autour de tous les talibans qui ont été arrêtés, enfin, ou les suspectés talibans qui ont été arrêtés et qui sont aujourd'hui encore à Guantanamo et du coup, sur lesquels rien ne tombe. Et c'est très difficile pour nous d'agir là-dessus parce que les États-Unis se cachent derrière cet argument-là. Je voulais savoir quelle était la situation actuelle aux États-Unis, si les faits qui sont dénoncés dans le film, si ça continue, ou si depuis la publication des rapports, si ça a arrêté. Depuis maintenant quasiment après 2006, nous c'est là les derniers cas où on a su qu'il y avait encore des tortures. Le 13e anniversaire de Guantanamo en janvier prochain. Donc ça commence à être long, il y a encore 162 détenus à l'intérieur, dont plus de la moitié qui sont déclarés comme libérables, et qui pourtant restent dedans depuis 7-8 ans. Donc même s'il n'y a plus de torture, il y a encore des situations qui sont complètement absurdes, qui sont complètement injustes, donc il y a encore beaucoup de travail. Il y a des petites avancées, mais qui sont très lentes, parce qu'il y a une volonté de ne pas enquêter, de ne pas aller au fond des choses de ce qui a été fait avant. Il y a beaucoup de rapports qui ont été écrits. Il y a des auditions qui ont lieu, on le voit au Sénat américain, mais pour l'instant, pour autant, il n'y a personne qui a été condamné. Il y a eu des scandales qui ont éclaté, on se rappelle des photos de la prison d'Abu Ghraib en Irak. Mais là, en fait, c'est les soldats de base qui ont été condamnés, qui ont été servis de bouc émissaire. C'était parfait parce que ça permettait d'avoir une figure. Si, on a enquêté, ils ont été punis, ils ont été exclus d'armée, emprisonnés. Mais pour autant, c'est 3 personnes qui ont été exclues, alors qu'en fait, les ordres venaient bien plus haut et la hiérarchie n'a toujours pas du tout inquiété. Donc nous, on continue d'essayer, avec d'autres organisations, il y a quand même énormément d'associations de défense des droits de l'homme qui travaillent aux États-Unis, qui sont sur ces dossiers-là, sur lesquels on travaille conjointement sur certains dossiers, pour essayer de faire avancer les choses. On se mobilise pour les détenus de Guantanamo. Il y a Shaker Amer, qui est un détenu de Guantanamo. C'est le dernier détenu qui est d'origine britannique. C'est le seul Européen qui n'a pas été rapatrié. Ça fait plus de 12 ans qu'il est à Guantanamo, il a été en grève de la faim plus de 10 fois. Il est aujourd'hui il est en train de devenir complètement fou parce qu'il est innocent. Il n'a jamais été jugé, il a été déclaré libérable en 2007 et pour autant il est toujours là-bas. Le Royaume-Uni a accepté de le recevoir, d'autres pays ont dit qu'ils étaient prêts à le prendre et pour autant il est bloqué là-bas. On ne sait pas pourquoi, on a du mal à avoir des informations. C'est quand même scandaleux. Donc là, on va se mobiliser pour lui à partir du mois de décembre pendant un peu les semaines qui vont suivre, parce que c'est incroyable et il y a vraiment une absurdité dans cette situation-là qui perdure. Sinon, il y a quand même un petit peu des avancées aux États-Unis. Seulement la semaine dernière, c'est assez récent, mais les États-Unis ont reconnu que la Convention contre la torture s'appliquait à Guantanamo. Ça, c'est une nouvelle qui est tombée lors de l'examen périodique universel. C'est tous les 4 ans, il y a des pays qui passent devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et là, c'était le tour des États-Unis. Et en fait, on leur rappelle leurs obligations par rapport au traité. Et là, on leur a dit la Convention de la torture elle doit s'appliquer partout, notamment à Guantanamo. Et pour la première fois, les États-Unis l'ont reconnu. Donc maintenant, à eux de la respecter, c'est une autre chose. Mais voilà, très très lentement, ça avance. Donc voilà, il ne faut pas lâcher parce qu'il y a besoin de maintenir la pression. Moi, j'ai eu une conversation avec un ami américain sur le thème de la torture. Et pour lui, par exemple, parfois c'est nécessaire la torture. Je ne sais pas exactement quoi lui répondre. Alors, il dit que c'est pas efficace, que c'est pas légitime. Ouais. C'est pas des arguments qu'il entend. Non, aujourd'hui, les témoignages de comment on a réussi à capturer, enfin, pas capturer, mais à assassiner Ben Laden, c'est pas la torture qui a réussi. Ça a été des années après, et tous les suspects, tous ceux qui ont passé à Guantanamo, c'est pas leur information qui nous ont permis d'arriver à Ben Laden. Donc ça a été contre-productif, et il y a eu un temps en fait perdu dans tous ces interrogatoires qui ont été poussés à l'extrême, et dont il y a eu des morts même aussi parmi toutes ces personnes qui ont été torturées. Ça n'a pas toujours été contrôlé et fait dans les règles de l'art comme ils essayent de le dire.
Donc c'est que ça a été complètement contre-productif dans ce cas-là, justement. Il y a beaucoup d'Américains qui ont écrit là-dessus et qui ont démissionné de la CIA après, justement. Malheureusement, j'ai pas pu voir le film, mais la torture, on l'a rationalisée avec l'administration Bush. Et ce que je leur dis, c'est qu'eux-mêmes, en fait, ont rationalisé l'abject. Et qu'à partir du moment où on rationalise, ils arrivent à trouver eux-mêmes une rhétorique et une logique imparable. Donc, je pense que les images choquent, les mots aussi, mais je pense que les images parleront davantage, en fait. Je pense qu'il faudrait plus de visibilité. Je sais qu'il faut des moyens, etc., etc. Et il faut beaucoup plus de visibilité pour Amnesty parce que ça en vaut la peine. Amnesty, on travaille sur la torture depuis 50 ans. Là, c'est notre 4e campagne mondiale et c'est voilà, on aurait pu penser à un moment que le travail était fini quand on a obtenu l'adoption de la convention de la torture, mais pour autant pas du tout. Et c'est un combat qui est incessant. Il faut revenir sur ce sujet à chaque fois. Et on a besoin de visibilité. Et c'est pour ça que là, du coup, on met le paquet pendant les 2 prochaines années à venir. On va se donner les moyens. Là, elle commence un petit peu cette campagne, mais on va avoir une grande campagne de pub. Donc vous allez aussi nous voir plus présents sur Paris, dans la région parisienne, dans les mois à venir. Il y a des opérations de grande ampleur qui vont être prévues. Aussi pour vous donner quelques dates de ce qui arrive. Donc là, on va avoir toute cette opération en décembre, 10 jours pour signer. On parlera beaucoup de torture, notamment. Et dans le courant de l'année 2015 aussi. Le 26 juin, c'est une journée internationale de soutien aux victimes de torture. Et là, on organisera un grand événement en place de la Bastille pour interpeller le grand public français. Pas forcément les convaincus amnestiens, parce que c'est vrai que des fois, on participe un peu à ceux qui sont déjà pro-sympathisants, qui sont sensibles à nos combats. Mais l'idée, c'est quand même de toucher plus largement, de rappeler que c'est quand même quelque chose qui existe encore partout dans le monde et pas si loin de chez nous, qu'on est tous concernés et qu'on peut tous agir pour ça. Est-ce que vous avez des démarches, des armes de bataille concrètes à l'étranger, dans les pays que vous avez ciblés, ou est-ce que pour l'instant vous vous concentrez sur votre visibilité et faire porter la voix au niveau de la France? Je travaille au sein de la section française, notre siège est à Londres et on est présent dans 85 pays dans le monde. Et notamment en fait, dans les pays sur lesquels on travaille. Par exemple au Nigeria, on a beaucoup de membres, on a quasiment 10 000 membres là-bas, et qui travaillent directement, notre objectif là, c'est qu'il y ait une loi qui criminalise la torture, donc ils travaillent directement auprès des parlementaires du pays pour faire du lobbying, pour essayer de monter un petit groupe qui pousse cette loi, qui soutienne cette proposition de loi. Donc on est vraiment présent sur le terrain, aussi avec nos sections sur place, avec d'autres ONG partenaires, parce que c'est quand même à plusieurs qu'on arrive à faire porter nos messages. Donc à chaque fois en fait, nous comme on est la section française, on a nos cibles à notre niveau national. Mais dans chaque pays, en fait, c'est le cas. Et par exemple, au Maroc aussi, on a une section marocaine qui est hyper présente et qui travaille beaucoup et qui a une question directe sur les élus, sur le gouvernement marocain. La section marocaine a rencontré récemment le ministre de la Justice, où notamment ils ont pu lui remettre, je crois que c'était quasiment 200 000 pétitions en faveur d'un détenu marocain qui avait été torturé. Et donc le cas commence à avancer. Suite à cette rencontre-là, le roi du Maroc a pris des positions, s'est dit que la torture au Maroc ne pouvait plus être tolérée et qu'il y avait des premières avancées qui ont été faites. Donc on est quand même vraiment présent physiquement sur chacun des pays dans lesquels on travaille et une action de pression qui est menée sur les décideurs. Et les 10 jours de signature, ils ont lieu en parallèle Ils ont lieu, en fait, c'est une opération qui est mondiale, qui a lieu vraiment partout dans le monde. Donc on a vraiment ce qu'on appelle des sections, en fait, des bureaux dans à peu près 85 pays, mais on est présent dans beaucoup, 150 pays dans le monde avec des membres. Donc on a une force de frappe qui est quand même énorme. Donc l'idée de cette opération des jours pour signer, c'est vraiment que tout le monde se mobilise en même temps et mettre une pression maximale sur tous ces pays-là. Que cette pression, elle vienne du pays concerné, mais aussi d'autres, parce qu'il y a quand même souvent les pays qui sont sensibles à l'opinion internationale, à l'opinion de la communauté internationale notamment. Donc nous, on essaye de se saisir de ces opportunités-là, et aussi des tribunes, des institutions multilatérales. C'est au sein de l'ONU qu'on parfois demande à la France de prendre une position forte, de se positionner aussi sur un pays, dénoncer plusieurs choses. Et voilà. Donc, voilà, on a plusieurs moyens d'action, plusieurs leviers, plusieurs endroits où on peut être présent, et on essaye d'être présent à chacun de ces endroits-là. Et Amnesty, on est vraiment lié par le droit international. Donc c'est le faire respecter là où il n'est pas, et c'est le faire avancer quand on pense qu'il y a un manque, et que les personnes ne sont pas assez protégées. Donc là, sur la campagne torture, on est vraiment là. Il y a quand même une interdiction qui existe, les personnes sont censées être à l'abri de la torture. C'est pas le cas, donc comment aller plus loin, comment renforcer les dispositions législatives pour que vraiment ça soit plus efficace. Je
Vous citez le Nigeria et le Maroc comme des pays ayant été ciblés pour des raisons précises et leur impact au niveau régional. Par rapport à l'Ouzbékistan et le Mexique, c'est pas... Alors, le Mexique, en fait, il y a plusieurs choses. Aussi, pas mal du narcotrafic. Il y a aussi beaucoup de migrants au Mexique. Et en fait, c'est parfois un peu les mêmes personnes qui sont visées. Il y a des migrants qui font du narcotrafic, des migrants qui sont suspectés d'en faire. Et c'est beaucoup de migrants qui viennent d'Amérique centrale, du Honduras, du Nicaragua, et qui sont présents et qui après repartent, sont renvoyés dans ces pays-là. Ils ont été suspectés, donc ils sont torturés aussi dans ces pays-là parce qu'ils ont été suspectés de trafic au Mexique. Donc en fait, ce que fait le Mexique a des répercussions aujourd'hui dans les pays d'Amérique centrale qui se basent beaucoup sur la politique de Calderón et maintenant de Peña Nieto, qui est le nouveau président mexicain. Donc c'est quand même un pays aussi qui a une stature au niveau régional qui est importante, et c'est pour ça qu'aujourd'hui le choix a été fait travailler dessus. En fait, sur les droits de l'homme, ce Mexique est quand même dans les instances type ONU assez à la pointe souvent. Lors d'adoption de résolutions, ils sont souvent là à prendre la parole, même des fois le sponsor une résolution sur les droits de l'homme, et ils ont un discours qui est vraiment on va tout faire en notre pouvoir pour améliorer la situation. Il y a énormément d'engagements qui sont pris, donc l'idée c'est de les confronter un peu à ces engagements-là pour qu'il y ait vraiment en fait aussi sur le terrain après que ça se traduise dans la réalité. C'est pas le cas aujourd'hui. Le Mexique, bon, il y a un peu ces raisons-là impact sur ces pays voisins, mais c'est aussi une situation qui était particulièrement inquiétante. C'est qu'il y a une augmentation de la torture exponentielle. Sur les 10 dernières années, on a plus de 600% de cas de torture. 600%, ça n'a même plus on n'arrive même plus vraiment à se représenter ce chiffre-là, ça dépasse un petit peu tout. C'est que voilà, c'est quelque chose qui se propage, qui devient de plus en plus systémique, et c'est pour ça que c'était important de se focaliser sur ce pays-là aujourd'hui. Et sur l'Ouzbékistan, ce qui a été un peu identifié, pourquoi c'était intéressant, c'est qu'il y avait un bon timing en fait par rapport à l'agenda de l'Ouzbékistan, c'est qu'il allait avoir pas mal de rencontres entre l'Ouzbékistan et l'Europe pour les 2 prochaines années à venir, où pour nous ça va être des opportunités pour dialoguer avec un pays qui nous est très fermé, sur lequel c'est pas facile de rentrer en contact, et que dans ces dialogues-là, on allait pouvoir mettre la question de la torture sur la table et par leur demander de prendre des engagements un peu plus fermes sur le sujet. Et aussi parce que l'Ouzbékistan, quand il a été confronté par le passé à des critiques de la communauté internationale, a réagi plutôt favorablement, en libérant des prisonniers d'opinion à un moment, donc c'était une opportunité pour nous. Et il y a aussi l'année prochaine, en fait, ça sera les 10 ans du massacre d'Abidjan. Abidjan, c'est une ville où il y a eu il y avait beaucoup de manifestations pacifiques il y a 10 ans, des manifestations juste pour protester contre la situation économique du pays. Et ces manifestations-là, elles ont été réprimées vraiment dans le sang. Il y a énormément de personnes qui ont fui le pays après. Quand elles sont revenues après de leur période d'exil, elles ont souvent été arrêtées, parfois torturées, accusées de vouloir renverser le gouvernement parce qu'elles avaient pris part à des manifestations. Et ça fait 10 ans aujourd'hui, enfin l'année prochaine, qu'il y a eu ce massacre, que l'impunité perdure pour tous ces morts. Et donc on essaiera de se mobiliser à cette occasion-là. Il faut savoir que lorsque le massacre a eu lieu, ils avaient quand même eu un tollé international assez incroyable, que l'Union européenne avait pris beaucoup de sanctions contre l'Ouzbékistan. Et les sanctions, en fait, elles ont été levées il y a 3 ans, alors qu'il ne s'était rien passé, qu'il n'y avait pas eu de changement, qu'il n'y avait pas eu de poursuite, mais juste on s'est dit, bon, de toute façon, ils ne font rien, et nous, faire des sanctions, ça nous bloque quand même économiquement pour certains accords de coopération, donc on les a levés. Alors que pour autant, il n'y a eu aucun engagement de l'Ouzbékistan d'enquêter plus. Donc ça serait un peu aussi, nous, donc, de travailler sur l'Ouzbékistan et de remettre la pression un petit peu sur l'Union européenne, qui à un moment avait un peu élevé la voix, et qui après s'était vite rabattue. Donc voilà pourquoi l'Ouzbékistan aussi, on se dit qu'il y a... Et c'est aussi un pays dont on ne parle pas, qui a un peu oublié, que c'est aussi notre boulot de... Voilà, là on ne sait pas forcément la torture européenne, de remettre un peu la lumière dessus. Les avions au-dessus les espaces qui étaient européens, par exemple. Et je voulais savoir où est-ce que ça en était, cette enquête. Alors pour placer un petit peu le décor, en fait, c'était du coup... Post-11 septembre, les États-Unis envahissent l'Afghanistan, font la chasse aux talibans un peu partout, et lorsqu'ils en arrêtent, l'idée c'est d'obtenir le plus vite des informations, parce qu'on est dans l'idée qu'il va y avoir vite un nouvel attentat et qu'il faut l'empêcher au plus vite. Et pour obtenir des informations, on utilise tous les moyens possibles, dont la torture. À l'époque, ils n'avaient pas encore forcément
élaborer les mémos de la torture qu'on a vus, donc ils n'étaient pas forcément protégés. L'idée c'était d'opérer à un endroit où potentiellement le droit ne s'appliquait pas non plus. Donc ils ont utilisé les vols, où là dans un espace aérien il y avait peut-être un petit peu un vide juridique, donc on ne savait pas ce qui se passait. Et ils ont aussi beaucoup utilisé ce qu'on appelle les sites noirs, des prisons secrètes, dont nombreuses sont en Europe, en Pologne, en Lituanie, il y a pas mal de pays impliqués. Donc c'est tout ce qu'on appelle, en fait c'est un programme qui a été lancé par la CIA, un programme de restitution secrète, où beaucoup de personnes ont été torturées. L'enquête elle est lente, elle aboutit pas beaucoup. Il y a le Parlement européen qui sont saisis, dont des parlementaires français qui ont notamment écrit des rapports sur le sujet. La Pologne vient enfin, l'année dernière, a enfin reconnu qu'il y avait un Afghan qui avait été torturé sur son sol et du coup qui allait mener une enquête. La Lituanie aussi a été inquiétée récemment et du coup il y a un tribunal qui va maintenant enquêter sur ce qui s'est passé dans une prison secrète en Lituanie. Et il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui a du coup été aussi saisie de ces affaires-là et qui a rendu un premier arrêt assez historique en juillet dernier pour condamner justement aussi la Pologne qui avait une prison secrète dans laquelle on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. C'est des agents américains qui torturaient sur place, mais c'était quand même sur le sol européen. Donc il faut que la lumière soit faite aussi là-dessus. Il y a eu une complicité de façon des États européens qui ont permis l'établissement de ces sites-là sur leur territoire et aussi d'utiliser leur espace aérien via ces vols-là.